Pour mes 18 ans, ma sœur a volé ma fête avec l'accord de mes parents. Je suis parti sans jamais me retourner. 3 ans plus tard, sa jalousie face à ma réussite sans eux a fait exploser notre famille. Pour mon 18e anniversaire, mes parents avaient organisé une fête grandiose. Des guirlandes lumineuses s'enroulaient autour des chênes, des coupes de champagne scintillaient sous les lanternes du jardin, et un trio de jazz jouait près de la piscine. Cela aurait dû être parfait, le genre de célébration dont rêve une fille. Il n'y avait qu'un seul problème. Ce n'était pas pour moi. Debout au bord de la terrasse, je regardais une foule de parents, de voisins et de collègues de mes parents s'agglutiner autour de la reine de la soirée, ma sœur Émilie. Le gâteau, un chef-d'œuvre imposant de 3 étages recouvert d'un glaçage doré, portait un chiffre 18 étincelant à son sommet. Et en dessous, dans une élégante écriture cursive, se trouvait son nom, Émilie Blanchard. Mon cœur se serra à l'instant où je le vis. Ce n'était pas une erreur. 2 jours plus tôt, Émilie avait annoncé qu'elle voulait célébrer à nouveau ses 18 ans car, selon ses propres mots, la fête de l'année dernière n'était pas assez grande et les gens n'ont pas pu voir ma transformation. Mes parents avaient ri comme si c'était la chose la plus drôle qu'ils aient jamais entendue. Ma mère avait passé des semaines à appeler des traiteurs, à engager des photographes et à commander des décorations assorties à la couleur préférée d'Émilie, le champagne doré. Et moi, la véritable jeune femme de 18 ans, on m'avait dit d'être bonne joueuse. Papa avait dit, tu auras ton moment la prochaine fois, Léna. Laisse ta sœur profiter de celui-ci. Alors, me voici, l'invité invisible à mon propre anniversaire. Les gens me souriaient en passant, mais aucun d'entre eux ne m'a demandé ce que ça faisait d'avoir 18 ans. Je me tenais près du buffet, l'odeur des pâtes à la truffe et du saumon rôti emplissant l'air, et je me demandais si quelqu'un se souvenait même pourquoi cette date était importante. Quand le maître de cérémonie a teinté son verre pour demander le silence, j'ai cru un bref instant que c'était enfin pour moi. Il a souri et a annoncé, applaudissons chaleureusement Émilie Blanchard, qui fête ses 18 ans une fois de plus. La foule a éclaté de rires et d'acclamations. Les flashs des appareils photo crépitaient. Ma mère joignit fièrement les mains, me mimant à travers la table, sourit, Léna. J'ai essayé. Vraiment. J'ai applaudi comme tout le monde, mais quelque chose en moi s'est fissuré à chaque éclair de l'appareil photo. Émilie est montée sur la petite estrade que papa avait construite près de la fontaine, les guirlandes lumineuses derrière elle scintillant comme un millier d'yeux. Elle a attrapé le micro, a rejeté ses cheveux en arrière et a dit avec un sourire en coin malicieux, « Merci de me célébrer à nouveau. » Après tout, qui a dit qu'on ne pouvait avoir 18 ans qu'une seule fois, n'est-ce pas? Les rires ont de nouveau empli l'air, ce genre de rire qui semble répéter, creux, infini. Je sentais la chaleur des larmes monter, mais j'ai dégluti difficilement et j'ai souri à la place. Mes mains tremblaient en attrapant un verre de cidre pétillant. J'avais aidé à planifier cette fête. J'avais accroché la moitié de ces guirlandes il y a 2 jours, arrangé les fleurs, et même aidé maman à choisir la playlist. C'était censé être un effort partagé, un dernier souvenir de famille avant que je ne parte pour mon école de design à l'automne. Au lieu de ça, j'avais conçu ma propre disparition. Quand Émilie a terminé son petit discours, j'ai fait un pas vers la scène. Peut-être que je pouvais encore dire quelque chose, ne serait-ce qu'un merci. Mais avant que je puisse monter les marches, la main de ma mère a touché mon bras. Ses ongles étaient peints du même doré que les chemins de table. « Laisse Émilie le faire en premier », a-t-elle chuchoté avec ce sourire étudié qu'elle réservait aux invités. Nous ne voulons pas embrouiller les gens. Embrouiller les gens. Comme si mon propre anniversaire était un inconvénient. Je suis resté là, figé, les rires résonnant comme un grésillement dans mes oreilles. Je me suis retiré au bord du jardin, le son des verres qui s'entrechoquent et le remix de chansons pop du DJ se fondant les uns dans les autres. La nuit sentait le champagne et les roses coupées, une odeur trop douce, presque suffocante. J'ai fixé l'eau lumineuse de la piscine où les bougies flottantes scintillaient comme de petits soleils et j'ai pensé à quel point il était étrange de se sentir seul dans une maison pleine de monde. Un groupe d'amis d'Émilie est passé à côté de moi en gloussant. L'une d'elles disait, « Elle s'est vraiment surpassée cette fois. » Ils ne m'ont même pas remarqué. J'ai regardé mes parents. Papa serrait la main de son partenaire commercial. Maman posait pour une photo avec Émilie. Tous deux riant face à l'objectif. Et dans ce cadre parfait et scintillant, je n'étais même pas une ombre. Les larmes ont finalement brouillé ma vision, transformant les lumières en traînées dorées. J'ai posé mon verre et j'ai murmuré à presque personne, « Joyeux anniversaire à moi. »
Puis je me suis détourné avant que quiconque puisse voir les fissures dans mon sourire. La musique du jardin s'est estompée en une pulsation basse et tremblante derrière moi, les basses et les rires se mélangeant en quelque chose de presque irréel. Le son se propageait dans la rue de Lyon, s'adoucissant à chaque pas que je faisais. Mes talons s'enfonçaient dans la terre alors que je coupais à travers la pelouse, l'ourlet de ma robe blanche attrapant la rosée et la terre. En arrivant au portail, j'ai hésité un instant, attendant que quelqu'un remarque, que la voix de ma mère m'appelle, que mon père me demande où j'allais. Mais personne ne l'a fait. La porte de la maison s'est ouverte brièvement, déversant une lumière jaune et chaude et une explosion de musique électro dans la nuit, et j'ai aperçu Émilie dansant au centre de la foule, le scintillement de sa robe brillant comme une boule à facettes. La porte s'est refermée, et les rires sont devenus sourds. L'air extérieur était frais et lourd de l'odeur de l'herbe imbibée de pluie. J'ai enlevé mes chaussures et j'ai commencé à marcher pieds nus sur la route. L'asphalte rugueux éraflait ma peau, mais je m'en fichais. Une brise venant de la direction du Rhône a soulevé les mèches rebelles de mes cheveux et a frôlé mes épaules. C'était comme si quelque chose me chuchotait, « Vas-y » derrière moi, le faible écho des applaudissements a retenti une dernière fois, et j'ai su qu'il coupait le gâteau avec son nom dessus. Pendant des années, j'avais pensé que si je faisais assez d'efforts, si je restais silencieuse, polie, serviable, il finirait par me voir. J'avais passé mon enfance assise au premier rang des compétitions de cheerleading d'Émilie, tenant des fleurs pour elle après chaque victoire. J'avais conçu ces affiches pour les élections scolaires qu'elle gagnait toujours. J'étais resté debout tard pour corriger ses dissertations quand elle était trop fatiguée pour écrire. Et j'avais souri à chaque comparaison des professeurs. Tu es la petite sœur d'Émilie. Elle est tout simplement merveilleuse. Merveilleuse. Ce mot s'accrochait à elle comme un parfum et flottait autour de moi comme un brouillard. Quand j'avais 15 ans, je lui avais fabriqué un album de souvenirs pour son anniversaire. Elle l'avait à peine feuilleté avant de dire « C'est mignon, mais maman m'achète un iPad, alors tu aurais peut-être pu économiser ton argent de poche. » Cette nuit-là, j'ai arraché une page de mon carnet de croquis, un dessin à moitié fini d'une chambre que j'avais imaginé concevoir un jour, et j'ai juré qu'un jour je construirais quelque chose qui ne pourrait pas être ignoré. Mais les promesses que l'on se fait à 15 ans semblent petites quand on a 18 ans et qu'on se tient seul dans le noir. Le temps que j'atteigne l'arrêt de bus sur le boulevard de la Croix-Rousse, ma robe était maculée de terre et mes pieds saignaient légèrement à cause du bitume. Les rues étaient presque vides, juste le bourdonnement des lampadaires et une voiture qui passait de temps en temps. Je me suis assise sur le banc en métal froid, serrant mon petit sac à main. À l'intérieur, mon téléphone, un chargeur, un carnet de croquis et les 600 € que j'avais économisés grâce à un stage d'été. Je n'avais pas de plan. J'avais seulement une direction. Paris. C'était le seul endroit qui avait jamais semblé assez grand pour contenir un rêve. Le panneau d'affichage électronique de l'autre côté de la rue clignotait entre des publicités pour des restaurants et des agences de voyage. Et quand il a montré une ligne d'horizon de grands immeubles scintillant sous un lever de soleil, je l'ai pris comme un signe. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai cherché le prochain billet disponible pour le Nord. Un bus partant dans 45 minutes. Je l'ai réservé sans réfléchir. En attendant, j'ai fixé mon reflet dans le verre sombre de l'abribus. La fille qui me regardait ne ressemblait pas à celle qui avait passé la journée à décorer sa propre fête d'anniversaire pour quelqu'un d'autre. Son maquillage était bavé, le mascara tachant sous ses yeux, mais son expression était calme, presque stable. C'était comme si quelque chose s'était mis en place, une sorte d'abandon tranquille qui ne ressemblait pas à une défaite. Le bruit du bus qui arrivait a interrompu mes pensées. Le chauffeur, un homme d'une 50aine d'années aux yeux fatigués, a jeté un coup d'œil à ma robe et a dit « Soirée tardive ». J'ai souri faiblement et j'ai répondu « Quelque chose comme ça ». Je lui ai tendu mon billet imprimé, je suis monté à bord et j'ai trouvé une place près de la fenêtre à l'arrière. L'air à l'intérieur sentait légèrement le café et la poussière. Alors que le moteur démarrait, j'ai ramené mes genoux contre moi, regardant les lumières de la ville défiler, station-service, restaurant encore ouvert. Un couple se disputant devant un motel. Un chien errant traversant la rue. Lyon rétrécissait derrière moi. Et pendant une seconde, la peur a flotté dans ma poitrine. Je ne connaissais personne à Paris. Je ne savais même pas où je dormirais demain soir. Mais rester semblait impossible. Chaque recoin de cette maison était devenu un miroir reflétant la perfection d'Émilie et mon invisibilité. J'ai sorti mon carnet de croquis de mon sac et je l'ai ouvert à une page blanche.
La vibration du bus faisait trembler mon crayon alors que je commençais à dessiner une pièce avec de hautes fenêtres, une lumière douce, des plantes sur le rebord, et une chaise vide face au lever du soleil. Je ne savais pas à qui appartenait cette maison, mais je savais que je voulais la rendre réelle un jour. Les souvenirs de la soirée rejouaient en fragments. Les mains de maman m'arrêtant, le rire d'Émilie, la foule acclamant, et sous tout cela, une seule pensée se répétait dans mon esprit comme un mantra. Ils m'oublieront de toute façon demain. Cette prise de conscience ne faisait pas aussi mal que je l'aurais cru. C'était peut-être ça, la liberté. Le bus s'est engagé sur l'autoroute et l'horizon sombre s'est étendu devant moi. Le bourdonnement des pneus sur la route est devenu un rythme régulier, presque réconfortant. J'ai appuyé ma tête contre la vitre, regardant les gouttes de pluie s'accumuler sur le verre et glisser en lignes sinueuses, transformant les lumières qui passaient en flou doux. La ville a complètement disparu, avalée par la nuit. Quelque part près de Dijon, je me suis assoupi. Dans mon rêve, j'étais debout dans une vaste pièce inachevée, murs nus, au plafond, espace ouvert, et je pouvais entendre un faible écho de ma propre voix rebondir. Pas de rire, pas de comparaison, juste moi. Lorsque le soleil du matin a finalement filtré à travers les fenêtres du bus, peignant les sièges d'une lumière orange pâle, je me suis réveillé pour voir la silhouette de Paris se dessiner au loin. Mon cœur battait avec quelque chose qui n'était plus de la peur. C'était le frisson de se tenir au bord de l'inconnu. Pour la première fois de ma vie, je ne fuyais pas quelque chose. Je marchais vers elle. Paris ne m'a pas accueilli à bras ouverts. Elle m'a accueilli avec l'odeur des gaz d'échappement, le crissement des métros et la dure vérité que personne ici ne se souciait de qui j'étais, d'où je venais ou de ce que j'avais laissé derrière moi. Le bus m'a déposé à la gare de Bercy juste après le lever du soleil. Les gens se déplaçaient autour de moi comme une marée, tasse de café à la main, écouteurs aux oreilles, se précipitant vers quelque chose d'important. Je suis resté là, agrippant mon sac usé, faisant semblant d'appartenir à ce rythme. La ville pulsait, vivante et indifférente. Les premières semaines ont été une question de survie dans sa forme la plus brute. J'ai trouvé une chambre en colocation à Montreuil, un petit espace avec un plancher qui craquait, de la peinture qui s'écaillait des murs et une fenêtre qui donnait sur un mur de briques au lieu du soleil. Ma colocataire, une étudiante en soins infirmiers de la banlieue, restait dans son coin. Nous partagions un vieux frigo et une lampe cassée. Le loyer a englouti la plupart de mes économies et j'ai trouvé un travail à temps partiel dans un café près de Belleville, nettoyant les tables, faisant mousser le lait, et essayant de me rendre assez invisible pour ne pas me faire crier dessus, mais assez visible pour garder le poste. Chaque matin avant mon service, je m'asseyais près de cette fenêtre étroite avec mon ordinateur portable, suivant des cours en ligne de design d'intérieur. Je ne pouvais pas me payer une véritable école, mais j'ai trouvé des modules d'architecture gratuits, des cours de théorie des couleurs et des conférences en ligne d'écoles de design que je ne pouvais que rêver de fréquenter. Le Wi-Fi était lent, les murs étaient fins, et parfois les pleurs de ma colocataire se mêlaient au bourdonnement du frigo. Pourtant, j'étudiais. Les clients allaient et venaient, chaque jour se fondant dans le suivant. Certains étaient gentils, la plupart étaient pressés, et quelques-uns me traitaient comme un bruit de fond. Un jour, un homme a claqué des doigts dans ma direction parce que je ne l'avais pas entendu demander un expresso supplémentaire. « Vous, les gens, vous n'écoutez jamais » a-t-il marmonné. Je me suis mordu la langue jusqu'à sentir le goût du métal. Ce soir-là, après avoir nettoyé du café moulu renversé sur le sol, je me suis assise dans le café vide, fixant mon reflet dans la vitre, et j'ai murmuré « Continue ». Chaque fois que je me souvenais des yeux de ma mère, moitié fierté, moitié déception, j'utilisais ce souvenir comme carburant. C'est au cours d'une de ces matinées grises et lentes que tout a commencé à changer. Le café était presque vide. Une femme d'une 60aine d'années était assise à la table du coin, dessinant sur une tablette, ses lunettes de lecture perchées au bout de son nez. Elle venait tous les mardis, commandait toujours un americano et ne restait jamais longtemps. Mais ce matin-là, j'ai remarqué qu'elle regardait les croquis muraux que je gribouillais sur une serviette en papier pendant une pause. Je me suis figé quand elle a appelé doucement. « C'est vous qui avez dessiné ça ?» Elle tenait la serviette comme si c'était quelque chose de fragile. « Oui, c'est juste une habitude » ai-je balbutié. « Ce n'est pas une habitude » a-t-elle dit, sa voix ferme mais gentille. « C'est de l'instinct. Vous avez un œil pour l'équilibre, pour l'espace. » Elle m'a regardé avec une sorte d'attention qui semblait à la fois terrifiante et électrique. « Avez-vous déjà pensé à faire ça pour de vrai ?» Son nom était Marguerite Holloway.
Je ne le savais pas à l'époque, mais elle était la fondatrice de Holloway et Company, un studio de design d'intérieur de prestige connu pour transformer de vieux espaces oubliés en maisons pleines de chaleur et d'histoire. Le lendemain, elle est revenue et a laissé sa carte sur le comptoir. « Appelez-moi », a-t-elle dit. « J'ai peut-être un petit stage qui s'ouvre. Ça ne paie pas beaucoup pour l'instant, mais ça pourrait être quelque chose. » Cette nuit-là, je me suis assise sur mon lit étroit et j'ai fixé la carte jusqu'à ce que les lettres se brouillent. J'ai failli ne pas appeler. Une partie de moi me chuchotait encore que je n'étais pas à la hauteur, que j'allais juste me ridiculiser comme toujours. Mais une autre partie, plus silencieuse mais plus forte, disait « Et si, finalement, tu l'étais ?» Le lendemain matin, j'ai pris le métro pour Paris, serrant mon unique portfolio, un dossier de croquis, quelques modèles 3D imprimés d'exercices en ligne, et un rêve qui tenait à peine dans ma poitrine. Le studio de Marguerite était niché dans un entrepôt reconverti dans le Marais. L'espace sentait le cèdre et la peinture fraîche. Des planches d'inspiration couvraient les murs, des échantillons de bois et de tissu étaient empilés sur toutes les surfaces. Je n'avais jamais vu autant de beauté créée à partir de ruines. Marguerite a parcouru mes croquis en sirotant son café. « Vous créez comme quelqu'un qui a été invisible », a-t-elle dit finalement. J'ai cligné des yeux, ne sachant pas comment le prendre. Elle a souri. C'est un compliment. Les personnes invisibles remarquent les détails que le reste d'entre nous oublie. Elle a fait glisser l'un de mes croquis vers moi. Voyons ce que vous pouvez faire quand quelqu'un vous regarde enfin. Le stage a commencé la semaine suivante. C'était brutal. Je faisais des courses, je cherchais des fournitures, j'étiquetais des échantillons de peinture et je passais des nuits à apprendre des logiciels de design jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Marguerite ne distribuait pas facilement les compliments. Elle jetait un coup d'œil à mes maquettes et disait « Trop sage. Faites-moi ressentir quelque chose. » J'ai commencé à comprendre que le design n'était pas seulement une question d'esthétique. C'était une question d'émotion, de mémoire, d'identité. Elle m'a poussé à penser à la lumière comme à un langage, à la couleur comme à une humeur, à l'espace comme à une histoire. La nuit, quand tout le monde était rentré, je restais, réarrangeant des pièces témoins sous les faibles lumières suspendues du studio. Parfois, j'imaginais mes parents entrant dans l'une d'elles, comment ils s'arrêteraient, regarderaient autour d'eux, et peut-être verraient enfin ce que je pouvais créer. Mais je ne construisais plus pour eux. Je construisais pour la fille qui avait autrefois accroché des guirlandes lumineuses pour une fête qui n'était pas la sienne. Les mois ont passé et Paris est lentement devenu moins hostile. La ville rugissait toujours, mais je commençais à trouver mon propre rythme dans son bruit. Mon salaire couvrait à peine la nourriture, mais Marguerite avait commencé à me confier de petits projets, concevoir des coins lecture, arranger des expositions d'art pour des clients locaux. La première fois qu'elle m'a présenté à un client comme l'une de nos designers, j'ai dû me retenir de pleurer. Le week-end, je faisais de longues promenades à travers la ville, musées, marchés aux puces, brocantes. Je collectionnais des objets mis au rebut, des cadres photos fissurés, des carreaux ébréchés, de vieilles lampes. Je les réparais, les repeignais, les transformais en quelque chose de nouveau. Mon coin de studio a commencé à se remplir de beauté de seconde main. Chaque pièce me rappelait que les choses pouvaient être brisées et pourtant avoir leur place quelque part. Un soir, Marguerite s'est arrêtée près de mon espace de travail, passant la main sur une table que j'avais construite avec du bois de récupération. « Vous savez, » a-t-elle dit doucement, « vous avez un don pour donner une seconde vie aux choses. » Elle m'a regardé, souriant faiblement. C'est peut-être ce que vous faites pour vous-même depuis le début. Ces mots sont restés avec moi. Pour la première fois depuis des années, je ne faisais pas que survivre. Je me transformais. La fille invisible, le plan de secours, l'aide silencieuse. Elle était toujours là, mais elle apprenait à dessiner ses propres contours. À l'arrivée de l'hiver, le studio était devenu ma deuxième maison. Je passais de longues nuits à regarder la neige tomber à travers le puits de lumière, esquissant des intérieurs de rêve pour des appartements que je ne posséderais jamais. Il y avait toujours de la musique en fond sonore, du jazz doux, le bourdonnement des chauffages, le grattement des crayons sur le papier calque. Marguerite me trouvait parfois endormie à ma table à dessin, jetait une couverture sur mes épaules et partait discrètement. Ce n'était pas glamour, et ce n'était pas facile, mais c'était à moi. Chaque croquis, chaque échymose, chaque nuit blanche construisait quelque chose en moi que personne ne pouvait m'enlever. Le jour où j'ai signé mon premier projet indépendant, la rénovation d'un petit café dans le 11e arrondissement,
je me suis tenu dans l'espace vide et j'ai fermé les yeux. L'air sentait la poussière et le plâtre, la lumière du soleil filtrant à travers une fenêtre fissurée. Pour la première fois, je ne me sentais pas comme une visiteuse dans ma propre vie. J'étais à ma place. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que l'éveil n'est ni bruyant ni soudain. C'est la décision tranquille de continuer à construire, même quand personne n'applaudit. 3 ans passèrent, et d'une manière ou d'une autre, la ville qui m'avait autrefois englouti avait commencé à résonner de mon nom. J'avais 21 ans lorsque le rêve qui vivait autrefois dans les marges de mon carnet de croquis est finalement entré dans la lumière. L'atelier Léna, les mots semblaient surréalistes sur la porte en verre dépoli du studio que j'avais loué dans une ancienne usine de confection du 11e arrondissement. L'espace n'était pas grand, juste un seul étage ouvert avec des briques apparentes, de larges fenêtres et des sols inégaux qui gémissaient quand on marchait dessus. Mais lorsque j'ai allumé les lumières pour la première fois, voyant mes croquis épinglés au mur et des pièces de récupération alignées comme de silencieux soldats, je me suis murmuré, tu l'as fait. J'ai appelé mon style de design l'architecture de l'âme, une philosophie basée sur l'idée que chaque objet, chaque mur et chaque meuble oublié contient un souvenir qui attend d'être remodelé. Il ne s'agissait pas de perfection ou de minimalisme. Il s'agissait d'histoire, de transformer ce qui était brisé en quelque chose de beau à nouveau, de la même manière que je l'avais fait avec moi-même. Le bouche à oreille s'est répandu plus vite que prévu. Les clients venaient, curieux, puis repartaient enchantés. Ils aimaient que je ne conçoive pas pour le luxe. Je concevais pour le sentiment. Je mélangeais la lumière et l'ombre, superposais des textures brutes avec de la chaleur, réutilisais du marbre fissuré pour en faire des murs en mosaïque, et transformais des cadres en métal rouillé en étagères sculpturales. Mes mains étaient toujours tachées de peinture ou de colle. Mes doigts étaient meurtris à force de marteler, mais je m'en fichais. Chaque marque semblait être une preuve d'existence. Puis, un matin, tout a changé. J'étais assise à ma table à dessin, à moitié endormi, quand mon assistant, Kai, un jeune étudiant en art que j'avais embauché à temps partiel, a fait irruption, tenant un magazine enroulé. « Tu es dans le magazine ?» a-t-il dit, essoufflé. « Elle décoration, Léna. » Elle décoration. L'article était intitulé « La fille qui transformait les ruines en beauté ». Mon nom remplissait la première ligne. Il m'avait trouvé grâce à un petit article de blog que Marguerite avait écrit des mois plus tôt, me décrivant comme une designer qui ne se contente pas de restaurer des espaces, mais qui les ressuscite. L'article racontait mon histoire, le déménagement de Lyon, le concept d'architecture de l'âme, l'idée que la beauté pouvait naître de ce que le monde avait rejeté. Des photos de mon studio remplissaient les pages, la lumière du soleil filtrant par les fenêtres, un lustre fait de vieilles bouteilles en verre, une table basse fabriquée à partir de poutres de récupération. En une semaine, le téléphone n'a pas arrêté de sonner. Un hôtel de charme voulait que je conçoive son nouveau hall. Un label de musique m'a demandé de créer un espace de travail qui évoquerait le pardon. Même les marques qui ignoraient autrefois mes emails voulaient soudainement des collaborations. Kai et moi avons à peine dormi ce mois-là. Nous commandions des plats à emporter à minuit, dessinions jusqu'à l'aube et rions devant des boissons énergisantes quand l'épuisement nous rendait délirants. Mais sous le chaos, il y avait une fierté tranquille et constante. Quand les chèques ont commencé à arriver, je ne me suis pas précipité pour les dépenser. Je me suis souvenu de chaque nuit blanche, de chaque menace de propriétaire, de chaque repas que j'avais sauté. J'ai économisé, planifié et finalement pris la décision la plus audacieuse de ma vie. J'ai acheté un petit loft en attique à Paris. Pas le genre avec des ascenseurs privés et des baignoires en marbre. Le genre qui était autrefois un atelier d'artiste avec des poutres brutes, des puits de lumière et une terrasse parfaite surplombant les toits de la ville. C'était un vieil immeuble près de Saint-Germain-des-Prés, ses briques étaient patinées et usées. Le propriétaire, un sculpteur à la retraite, a accepté de le vendre après avoir vu mes créations. Vous lui redonnerez vie, avait-il dit. Il a fallu 6 mois pour le rénover, mais quand ce fut terminé, c'était comme un battement de cœur fait de lumière et de silence, poutres apparentes, murs en plâtre blanc, parquet en chaîne de récupération et hautes fenêtres qui s'étiraient vers le ciel. J'ai placé un seul olivier au centre, ses racines enveloppées dans un pot en céramique que j'avais modelé moi-même. Cet espace est devenu mon sanctuaire, une maison que j'avais construite à partir des fragments de tous les endroits où l'on m'avait refusé une place. Mais je n'avais pas fini de construire. Avec le succès de l'atelier Léna, j'ai décidé d'organiser une exposition, ma première présentation publique d'installations et de créations inspirées par ma philosophie de la transformation. Je l'ai appelée l'écho du silence.
Le nom venait d'une pensée qui m'avait suivi pendant des années, le silence n'est pas un vide. C'est un souvenir qui attend d'être entendu. L'exposition présenterait des pièces créées à partir de matériaux de récupération, des chaises faites en bois de piano, des lampes forgées à partir de tuyaux de cuivre rouillé, des miroirs encadrés par des vitres brisées. Chaque objet raconterait une histoire de négligence transformée en dessin. Je voulais que les gens entrent et ressentent ce que cela signifiait de se reconstruire à partir de fragments. Alors que les invitations partaient, je me suis assise à ma table de cuisine un soir et j'ai fixé 3 noms dans ma liste de contacts que je n'avais pas tapés depuis des années. Maman, papa, Émilie. J'ai hésité longuement au-dessus d'eux. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de quelque chose de plus profond, une question de savoir si je leur devais encore une partie de mon histoire. Finalement, j'ai quand même écrit l'invitation. Chère maman, papa et Émilie, j'organise ma première exposition personnelle le mois prochain à Paris. Elle s'appelle Écho du silence. J'ai pensé que vous aimeriez peut-être voir ce sur quoi j'ai travaillé ces dernières années. Sans attente, juste une porte ouverte. Léna. Je l'ai posté sans cérémonie, je l'ai laissé tomber dans la boîte aux lettres jaunes de la rue Lafayette et je suis rentré chez moi dans l'air vif du printemps, incertaine de vouloir qu'il vienne ou non. Les semaines suivantes se sont confondues en préparatifs, installant des lumières, ajustant les agencements, refaisant les panneaux. La nuit avant l'ouverture, j'ai à peine dormi. Marguerite est passée à la galerie avec des fleurs et a dit « Tu as parcouru un long chemin, Léna. N'oublie pas de respirer demain. » Quand les portes se sont finalement ouvertes, l'espace s'est rapidement rempli. Critiques d'art, influenceurs, designers et clients des visages que je n'aurais jamais imaginé s'intéresser à mon travail déambulaient parmi les pièces, murmurant des mots comme envoûtant et sincère. Un journaliste m'a demandé ce qui m'inspirait à créer à partir de choses brisées. J'ai souri et j'ai dit, parce que tout ce qui vaut la peine d'être construit commence dans le silence. En parcourant la pièce du regard, une partie de moi cherchait encore des visages familiers dans la foule. Les talons pointus de ma mère, la posture stable de mon père, le sourire éclatant d'Émilie, mais aucun n'est apparu. Seulement des étrangers aux yeux bienveillants, tenant des flûtes de champagne et prenant des photos à côté de mon travail. Plus tard dans la nuit, lorsque la foule s'est éclaircie et que la musique s'est adoucie, je suis sorti sur la terrasse. La ville s'étendait sous moi, infinie et scintillante. Kai m'a rejointe, tenant 2 verres de vin. « Ta famille n'est pas venue ?» a-t-il demandé doucement. J'ai secoué la tête, forçant un petit sourire. Non, mais ce n'est peut-être pas plus mal. Nous sommes restés là en silence un moment. Le vent soulevait les bords de mes cheveux, transportant le faible bourdonnement du trafic d'en bas. À l'intérieur, les gens murmuraient encore à propos de mon art, de mon histoire, de mon courage. Pourtant, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à quel point c'était étrange, comment ceux qui avaient autrefois refusé de me voir liraient probablement mon histoire demain dans un magazine. En rentrant, j'ai trouvé Marguerite près de l'une de mes installations, un lustre suspendu fait de verre brisé, les morceaux arrangés en un équilibre parfait. Elle a levé les yeux vers moi avec un sourire fier et complice. « Tu as construit quelque chose d'extraordinaire, Léna. » J'ai expiré lentement. Je voulais juste qu'ils le voient. Elle a incliné la tête. Ils le verront. Peut-être pas en personne, mais un jour, ils devront faire face à ce qu'ils ont perdu en refusant d'écouter. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, je me suis assise sur le sol de la galerie parmi les vestiges de la soirée, verre vide, confettis et le doux bourdonnement des lumières de sortie. Le silence ne faisait pas mal cette fois. Il semblait plein, presque réconfortant, comme un battement de cœur résonnant dans une pièce vide. Alors que Kai fermait à clé, il s'est retourné et a demandé si je venais. J'ai souri faiblement et j'ai dit, dans 1 minute. Je suis resté là, traçant du regard les contours des murs blancs de la galerie, laissant s'imprégner le fait que ceci, cette lumière, cet espace, cette vie, avait autrefois été un rêve dessiné sur la vitre d'un bus. Quand je me suis finalement levé pour partir, j'ai éteint les lumières une par une jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule lampe, éclairant une plaque près de l'entrée qui disait « Écho du silence », une exposition de Léna Blanchard. J'ai touché la plaque doucement et je me suis murmuré, je suppose que certains échos sont juste destinés à rester sans réponse. Puis je suis sorti dans la nuit parisienne où les lumières de la ville scintillaient comme les fragments de toutes les pièces que j'avais finalement rassemblées. Une semaine après l'exposition, les fleurs avaient commencé à se faner, leurs pétales se recourbant comme des applaudissements fatigués. Les lumières de la galerie étaient maintenant tamisées, et les emails des journalistes s'étaient raréfiés.
J'étais assise au comptoir de ma cuisine dans le loft, sirotant un café froid, m'attendant à moitié à un message qui n'est jamais venu. Le silence était plus fort que jamais. Je me disais que je m'en fichais, que l'absence de leur voix n'était rien de nouveau. Mais au fond de moi, je continuais à jeter un coup d'œil à mon téléphone, attendant qu'un numéro que j'avais mémorisé depuis l'enfance apparaisse. Quand la notification est finalement arrivée, mon cœur m'a trahi en bondissant. J'ai hésité avant de l'ouvrir. Le message était court, poli et acéré sur les bords. Le genre d'excuse écrite par quelqu'un qui ne veut pas se sentir coupable longtemps. Désolé de ne pas avoir pu venir. Émilie traverse une période difficile avec sa rupture. Tu comprends? C'était tout. Aucune mention de l'exposition, aucun mot de fierté ou de curiosité. Juste Émilie, comme toujours, l'axe autour duquel le monde tournait apparemment. J'ai relu le message 2 fois, riant presque de sa prévisibilité. Mon pouce a survolé le clavier, et j'ai tapé en retour 2 phrases qui portaient des années d'épuisement. Bien sûr. Je comprends toujours. J'ai posé mon téléphone face contre le comptoir. La tasse en céramique a tremblé légèrement quand je l'ai mise de côté. J'ai regardé autour de moi dans le loft, la lumière se déversant par les hautes fenêtres, l'olivier au centre, les pièces dans lesquelles j'avais mis mon âme, et j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Pas de la tristesse, mais une sorte de clarté engourdie. Pendant si longtemps, j'avais pris leur silence pour du pouvoir. Mais maintenant, je réalisais que ce n'était que de la petitesse. Leur incapacité à me voir en disait moins sur qui j'étais et plus sur qui ils avaient choisi d'être. Ce soir-là, je me suis connecté à Instagram par habitude, faisant défiler des comptes de design et des publications de l'industrie. Puis je me suis figé. Le nom d'Émilie est apparu en haut de mon fil, identifié dans une nouvelle story. C'était un selfie d'elle pris devant un miroir avec un éclairage parfait, du mascara artistement étalé sur sa joue. La légende disait, les sœurs qui essaient de vous voler la vedette méritent le silence qu'on leur impose. La piqûre familière m'a parcouru l'échine. Colère, humiliation, incrédulité. Mais cette fois, je n'ai pas détourné le regard. J'ai étudié son reflet, l'image parfaite de quelqu'un qui avait été adoré trop longtemps et qui n'avait jamais appris à vivre sans cela. Je me suis souvenu de toutes les petites façons dont elle s'était assurée que je reste plus petite, empruntant mes vêtements sans demander, me corrigeant devant les invités, faisant des blagues sur mes projets artistiques. Je me suis souvenu comment elle m'avait dit un jour, tu es comme une couleur de fond, nécessaire, mais jamais la principale. J'avais l'habitude de la croire, mais plus maintenant. J'ai posé le téléphone et je me suis dirigé vers ma table à dessin. La ville dehors respirait, sirène, vent, un klaxon lointain, et à l'intérieur, le silence s'étirait, large et lourd. J'ai sorti une feuille de papier vierge, le genre que j'utilisais pour commencer de nouveaux designs, et au lieu de tracer des lignes ou des angles, j'ai écrit un titre à l'encre noire en haut de la page, redessiner l'espace appelé famille. Cette phrase m'était venue il y a des mois, mais je n'avais pas su quoi en faire. Maintenant, je savais. Le lendemain matin, j'ai reçu un email d'un organisateur local de TEDx qui avait assisté à mon exposition. Il avait vu mon travail, lu l'article d'Elle Décoration, et voulait savoir si j'envisagerais de donner une conférence. Votre histoire, écrivait-il, semble être quelque chose que les gens ont besoin d'entendre, en particulier votre perspective sur la reconstruction à partir du silence. C'était comme un clin d'œil silencieux du destin. J'ai accepté sans hésitation. Pendant les semaines suivantes, je me suis plongé dans la préparation. J'ai abordé la conférence de la même manière que j'abordais le design, en commençant par l'espace, la structure et l'émotion. Je me suis demandé, que signifie construire une famille? Que se passe-t-il lorsque les fondations se fissurent? L'amour peut-il être rénové? Chaque nuit, je répétais devant le miroir, chronométrant mes mots, affinant le rythme de chaque phrase. Je ne voulais ni vengeance ni pitié. Je voulais la vérité. Je voulais parler la langue qui m'avait été autrefois refusée. Entre les répétitions, je recevais encore des nouvelles occasionnelles de la maison, jamais directement de mes parents, mais par des amis d'amis qui suivaient Émilie en ligne. Ils disaient qu'elle travaillait sur un blog de style de vie maintenant, s'associant avec de petites marques, vendant des esthétiques sélectionnées. Ma mère apparaissait dans certaines de ses vidéos, toujours parfaitement posée, prétendant que les dernières années n'avaient pas eu lieu. Je me demandais s'ils parlaient parfois de moi. Probablement pas. Peut-être que dans leur version de l'histoire, j'étais juste une face qui les embarrassait, une fille qui avait choisi l'art plutôt que la famille,
ou une phrase facile pour adoucir la culpabilité. Mais la culpabilité n'était plus mon problème. La veille de l'événement TEDx, je suis retourné à la galerie où mon exposition avait eu lieu. La pièce était vide maintenant, les installations démontées, laissant de faibles contours sur les murs où les cadres avaient été accrochés. Je me suis tenu au milieu de cet espace vide et je l'ai imaginé à nouveau rempli, non pas d'art, mais de souvenirs. Le son de la voix de ma mère. La façon dont Émilie riait quand les gens l'applaudissaient. L'écho de mon propre silence dans chaque pièce où j'avais été ignoré. Et puis j'ai murmuré à voix haute, « Merci ». Non pas parce qu'ils méritaient de la gratitude, mais parce que leur négligence était devenue le sol dans lequel j'avais grandi. Chaque affront, chaque rejet, chaque anniversaire invisible avait façonné la femme qui se tenait maintenant dans sa propre galerie, sa propre maison, sa propre vie. Le lendemain matin, je me suis levé tôt. L'air extérieur était frais et clair. Je me suis habillé simplement, pantalon noir, chemisier crème, et j'ai attaché mes cheveux en arrière. En me regardant dans le miroir, j'ai à peine reconnu la fille qui avait autrefois accroché des guirlandes lumineuses pour la célébration de quelqu'un d'autre. Cette version de moi avait l'air posée, calme mais vivante. Sur les lieux, je suis monté sur le petit cercle rouge marqué sur la scène. Les lumières étaient aveuglantes au début, le public caché dans l'ombre. Mes mains tremblaient légèrement, mais quand j'ai pris une profonde inspiration, c'était comme si l'air portait chaque mot que j'avais attendu des années pour dire. J'ai commencé par une phrase simple. Parfois, les murs que l'on construit pour se protéger deviennent le foyer dont on a toujours eu besoin. Un silence s'est fait dans la salle, et pour la première fois de ma vie, les gens écoutaient. Quand j'ai terminé ma répétition ce jour-là, je me suis tenu près des sièges vides et j'ai imaginé mes parents assis quelque part au fond, Émilie faisant défiler son téléphone, écoutant à moitié. J'ai souri à cette pensée, car même s'ils ne venaient jamais, même s'ils n'écoutaient jamais, la vérité était déjà là, se façonnant en quelque chose de plus fort que leur silence. Le rejet qui m'avait autrefois brisé était devenu mon plan. Et demain, le monde l'entendrait pour la première fois. Les lumières de la scène étaient chaudes sur ma peau, assez vives pour effacer les visages dans la foule. Le monde au-delà de ce cercle rouge s'est dissous dans l'obscurité. Et pendant un instant, je me suis senti en apesanteur, suspendu entre la vie que j'avais vécue et celle que j'étais sur le point de revendiquer. Le microphone a capté le son de ma respiration alors que je me penchais en avant et disais doucement, « Parfois, les murs que l'on construit pour se protéger deviennent le foyer dont on a toujours eu besoin. » Le silence qui a suivi était profond, attentif. Je pouvais entendre le faible bourdonnement des lumières, le bruit d'une chaise qui bougeait quelque part au fond. Cela me rappelait le calme après une tempête, fragile mais plein d'attente. Je leur ai dit que j'étais designer d'intérieur, que je travaillais avec des espaces brisés, de vieilles pièces, des structures oubliées. Je reconstruis, ai-je dit. Je donne une seconde vie aux choses. Puis j'ai fait une pause. Mais pendant longtemps, je n'ai pas réalisé que j'essayais aussi de me reconstruire moi-même. Le public n'a pas bougé. Je pouvais les sentir se pencher plus près, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Alors, je leur ai raconté une histoire. Je n'ai pas donné de nom. Je n'ai pas mentionné de ville, de date, ni le fait que c'était mon 18e anniversaire. J'ai juste dit, il était une fois une fille qui pensait que l'amour signifiait rester silencieuse. Elle croyait que si elle travaillait assez dur, aidait assez, souriait assez, on la verrait. Mais ce ne fut pas le cas. Et un jour, même son anniversaire a été donné à quelqu'un d'autre. Ma voix a tremblé, juste un peu. Je l'ai laissé faire. Elle est restée là, à regarder les gens célébrer quelqu'un d'autre sous des lumières qu'elle avait elle-même accrochées. Le gâteau était magnifique. 3 étages, glaçage doré. Le nom de sa sœur écrit en cursive. Elle n'a pas pleuré. Elle a simplement franchi la porte et n'a jamais regardé en arrière. Quelques personnes ont eu un léger hoquet. D'autres sont restées immobiles, les yeux fixés sur moi. J'ai continué. Elle n'est pas partie pour blesser qui que ce soit. Elle est partie pour trouver le silence. Et dans ce silence, elle a trouvé quelque chose de plus fort que l'approbation, sa propre voix. J'ai vu une femme au 2e rang hocher lentement la tête, un homme au 1er rang s'essuyer les yeux. L'histoire était la mienne, mais je sentais qu'elle devenait la leur. Cette nuit-là, ai-je dit, j'ai appris que parfois l'amour a besoin de vous perdre pour vous voir. Et que parfois, le silence n'est pas une punition, c'est un espace. Le genre d'espace où l'on apprend enfin à respirer.
Les mots m'ont quitté comme des fantômes expirés. Pendant des années, je les avais enterrés sous le travail, l'ambition et l'art. Les dire à voix haute, c'était comme libérer quelque chose. Je leur ai parlé de Paris, de la minuscule chambre à Montreuil avec la fenêtre qui donnait sur un mur de briques. Des nuits où je m'endormais en dessinant des plans à la lueur d'une bougie. De la première fois où quelqu'un m'a dit que j'avais un œil pour l'espace et pour l'âme. Je leur ai parlé de la construction de meubles à partir de déchets, transformant des bouts de bois en table, des tuyaux rouillés en lampes, et le silence en structure. J'ai réalisé, ai-je dit, que la famille n'est pas toujours faite de sang. Parfois, elle est construite avec les personnes qui vous voient quand personne d'autre ne le fait. Parfois, c'est le mentor qui croit en vous ou l'étranger qui dit « J'adore ce que vous avez créé ». Parfois, la famille, c'est la maison que vous vous construisez. Une vague d'applaudissements a éclaté, hésitante au début, puis grandissante. Je l'ai laissé s'estomper avant de reprendre la parole. J'avais l'habitude de penser que je fuyais ma famille, ai-je poursuivi. Mais en réalité, je courais vers une version de moi-même qu'ils ne pouvaient pas imaginer. Une qui n'avait pas besoin de permission pour exister. J'ai souri, non pas d'un sourire poli et contenu, mais d'un qui semblait réel. Je ne suis plus en colère, ai-je dit. Parce que la colère leur donne encore de l'espace en moi. Je préfère remplir cet espace avec de la lumière. La dernière partie de mon discours n'était pas répétée. J'ai regardé mes notes, puis je les ai pliées. Si vous avez déjà été invisible dans une pièce qui aurait dû être la vôtre, ai-je dit, souvenez-vous de ceci, vous n'avez pas à attendre une invitation pour construire votre propre table. Vous pouvez créer votre propre pièce. Redessinez l'espace appelé famille selon vos propres termes. Quand je me suis reculé du microphone, le public s'est levé. Ce n'étaient pas les applaudissements tonitruants d'une performance. C'était plus doux, plus lent, comme le son de la compréhension. Le genre qui s'enfonce profondément. Je n'ai pas salué. J'ai juste hoché la tête, murmuré un merci, et j'ai quitté la scène, le cœur battant à tout rompre. En coulisses, je suis resté assis seul pendant un long moment, mes mains tremblant encore. L'un des organisateurs de l'événement est venu et a posé une bouteille d'eau à côté de moi. C'était, a-t-elle commencé, puis s'est arrêté. C'était vrai. J'ai souri, reprenant encore mon souffle. C'est tout ce que je voulais que ce soit. La conférence a été mise en ligne ce soir-là. Au début, je n'y ai pas prêté attention. J'avais fait ce que j'étais venu faire. Dire ma vérité et la laisser partir. Mais en quelques jours, ma boîte de réception a commencé à se remplir. Des messages d'inconnus du monde entier, des étudiants, des mères célibataires, des hommes qui n'avaient pas parlé à leur père depuis des années. Ils écrivaient « J'ai été elle autrefois. Merci d'avoir mis des mots sur ce que je ne pouvais pas dire. J'ai quitté ma maison l'année dernière. Je pensais que j'étais seul. La vidéo a atteint 1 million de vues, puis 2. Quelqu'un a découpé la phrase « Vous n'avez pas à attendre une invitation pour construire votre propre table » et elle a commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Les gens l'écrivaient sur des pancartes, la partageaient en légende, l'imprimaient sur des carnets. Quelqu'un se l'est même fait tatouer sur le poignet et m'a identifié dans la publication. Bientôt, les gros titres ont commencé à apparaître. La designer Léna Blanchard, la fille qui a quitté son propre anniversaire. Du silence à la lumière des projecteurs, la femme qui redéfinit la famille. L'histoire que j'avais autrefois essayé d'enterrer était devenue l'histoire qui me définissait. Les demandes d'interview ont afflué. Elle Décoration a demandé un article de suivi. Cette fois, non pas sur le design, mais sur la résilience. Le Monde a appelé. Un animateur de podcast voulait parler de la guérison par la créativité. Même une grande chaîne de télévision voulait filmer un court documentaire. Au début, l'attention semblait écrasante. J'avais passé si longtemps à me fondre dans le décor que la visibilité semblait presque violente. Mais ensuite, au fil des jours, j'ai réalisé quelque chose. Les gens ne m'applaudissaient pas pour être parfaite. Ils me remerciaient d'être honnête, d'être humaine. Dans une des interviews, l'animateur a demandé « Si vous pouviez dire une chose aux personnes qui vous ont autrefois fait sentir invisible, que serait-ce » J'ai réfléchi un long moment avant de répondre. Je dirais merci, ai-je dit doucement. Parce que sans le silence, je n'aurais jamais appris à construire mon propre son. Lorsque l'interview a été diffusée, cette phrase est devenue une autre citation que les gens répétaient. Et bien que les mots se soient répandus loin,
leur signification est restée intime, la mienne seule. Ce week-end-là, je suis allé me promener dans le jardin du Luxembourg. Les arbres étaient nus, la lumière du soleil d'hiver scintillant sur le bassin gelé. Mon téléphone vibrait constamment, notifications, interviews, invitations, mais je les ai ignorées. Je voulais écouter la ville à la place, entendre le rythme de mes propres pas sur le pavé. Quelque part entre le pont et le banc où j'avais l'habitude de dessiner, j'ai réalisé que je n'étais plus seul. J'avais construit quelque chose de plus grand que l'approbation, quelque chose qui pouvait survivre au silence. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai vu que le nombre de vues avait dépassé les 5 millions. La section des commentaires était inondée de gens partageant leurs histoires, leurs douleurs, leurs éveils. Je me suis adossé à ma chaise, les yeux me piquant, et j'ai murmuré dans le calme, c'est à ça que ressemble la guérison. Pendant des années, j'avais rêvé d'être entendu. Maintenant, le monde écoutait. Et pour la première fois de ma vie, l'écho qui revenait ne faisait pas mal. Il chantait. La première fois que j'ai réalisé que la vidéo était devenue virale, j'attendais un cappuccino dans un café près de mon studio. La barista n'arrêtait pas de me regarder comme si elle essayait de se souvenir où elle m'avait vu. Quand elle m'a finalement tendu ma boisson, elle a souri nerveusement et a dit « Vous êtes elle, n'est-ce pas ?» La fille de la conférence TED, celle qui a quitté son propre anniversaire. Pendant un instant, je n'ai pas su quoi dire. Ces mots ont frappé comme un petit écho surréaliste de tout ce que j'avais dit sur cette scène. J'ai réussi à rire doucement. Oui, c'est moi. Cet après-midi-là, j'ai vérifié mon téléphone pour la première fois depuis des jours. Ma boîte de réception débordait, pas seulement de messages, mais de dissertations d'inconnus. Une femme de Bordeaux a écrit qu'elle avait quitté un mariage abusif après avoir vu ma vidéo. Un étudiant de Lille a dit que mon histoire lui avait donné le courage de changer de filière. Quelqu'un de Marseille a envoyé une photo d'un mur d'orphelinat rénové sur lequel était peinte ma citation « Construisez votre propre table ». Le titre de la vidéo, « La fille qui a quitté son propre anniversaire », avait enflammé Internet. En 2 semaines, elle s'est hissée dans les tendances de YouTube. Les journalistes ont disséqué chaque phrase de mon discours. Des chaînes de réaction l'ont analysé. Des thérapeutes en ont discuté dans des podcasts et même les magazines de design me citaient à côté de mon travail. Le monde avait donné une plateforme à ma douleur. Et pour la première fois, je ne me sentais pas exposée. Je me sentais comprise. J'ai fait défiler les commentaires tard ce soir-là, blotti sur mon canapé dans la douce lueur de la ville. Il y en avait des milliers. J'ai été elle autrefois. Elle a transformé la douleur en dessin. Ça frappe plus fort qu'une thérapie. J'ai montré ça à ma mère. On a pleuré ensemble. Et au milieu de tout ça, un qui m'a glacé. J'aimerais que ma sœur entende ça avant qu'il ne soit trop tard. J'ai fixé celui-là pendant longtemps. Il me rappelait Émilie. Le lendemain matin, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Tous les médias semblaient vouloir un morceau de l'histoire. Vogue Living voulait présenter mes créations d'architecture de l'âme. Elle Décoration a écrit un article de suivi intitulé « Le silence qui a bâti une étoile ». Harper's Bazaar m'a demandé de parler de l'indépendance créative. Même des marques de design ont commencé à me contacter pour des collaborations. Mon assistant Kai a levé les yeux de son ordinateur, éberlué. « Tu viens d'atteindre 1 million d'abonnés, Léna. » J'ai cligné des yeux. Ce n'est pas possible. Il a tourné son écran vers moi et là, il y avait le nombre, brillant en gras, 1,23 million. Mon visage, autrefois à peine visible dans une foule, était maintenant partout. Le monde applaudissait, mais le silence de la maison était assourdissant. Ça n'a pas duré longtemps, cependant, car 3 nuits plus tard, je me suis réveillé face à une tempête, non pas dans le ciel, mais en ligne. Émilie avait posté. C'était une photo d'elle assise sur le bord de son lit, des larmes coulant sur son visage, avec la légende « Certaines personnes aiment jouer les victimes. C'est drôle comme elles oublient qui les a aidées à briller en premier. » Les commentaires ont explosé, moitié la défendant, moitié l'accusant de jalousie. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Internet avait déjà décidé. En quelques heures, sa publication a été retirée, mais les captures d'écran se sont propagées comme une traînée de poudre. Le lendemain, j'ai reçu un texto d'un numéro que je n'avais pas vu depuis 3 ans. « Maman. Nous avons vu ta vidéo. Elle est partout. » Émilie est contrariée.
Tu devrais peut-être l'appeler. Essayez d'arranger ça. Vous êtes des adultes maintenant. J'ai fixé le message jusqu'à ce qu'il se brouille. Ce n'était pas de l'inquiétude. C'était de la gestion de crise. J'ai tapé, effacé, et retapé. Mais à la fin, je n'ai rien envoyé. Pour la première fois de ma vie, j'ai choisi le silence. Pas celui qu'il me donnait, mais celui que je possédais. Quelques heures plus tard, mon père a envoyé un email. Court, formel. J'ai regardé ton discours. Tu t'es fait un sacré nom. Félicitations. J'espère que tu comprends la nature émotionnelle de ta sœur. Elle part d'une bonne intention. J'ai ri doucement pour moi-même. Même maintenant, il ne pouvait pas dire que j'avais fait quelque chose de bien sans centrer ses sentiments. C'était toujours à propos d'Émilie, toujours. Ce soir-là, je suis sorti sur la terrasse de mon Penthouse et j'ai regardé les lumières de la ville. Elles clignotaient comme des milliers de battements de cœur lointains. Quelque part dans cette étendue infinie se trouvaient des gens qui m'avaient écouté, vraiment écouté, et qui avaient changé quelque chose dans leur vie. J'ai fermé les yeux et j'ai respiré l'air froid. La douleur dans ma poitrine n'était plus de la peine. C'était de la gratitude. Mais le lendemain matin, Kai s'est précipité dans le studio avec un air inquiet. Il faut que tu vois ça. Il m'a tendu sa tablette. Un blog People local avait publié un article avec le titre « La sœur de la designer virale prend la parole, elle ment sur notre famille ». Émilie avait donné une interview. Elle ne m'a pas mentionné par mon nom, mais tout le monde savait. Elle parlait d'une sœur qui exagérait les choses pour attirer la sympathie, de la façon dont les drames familiaux ne devraient pas être monétisés. La réaction a été immédiate et brutale. Les gens ont inondé ses commentaires avec des extraits de ma conférence TEDx, la traitant d'amère, de jalouse, de cruelle. Ses sponsors l'ont lâché en quelques jours. Cela aurait dû ressembler à une justice, mais à la place, je me sentais fatigué. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais la paix. Je savais ce que ça faisait d'être avalé par le bruit. Et maintenant, elle s'y noyait. Plus tard cette semaine-là, Marguerite m'a appelé. Sa voix, calme comme toujours, portait un avertissement silencieux. Le succès n'efface pas la douleur, Léna. Il lui donne juste une scène plus bruyante. Ne laisse pas les applaudissements devenir une autre sorte de prison. Ces mots m'ont profondément touché. Elle avait raison. Le monde avait finalement pris mon parti, mais les partis sont des murs, et j'avais passé toute ma vie à apprendre à les reconstruire. Ce week-end-là, j'ai éteint mon téléphone et j'ai passé 2 jours seul dans le studio. Pas de musique, pas d'écran. Juste moi, mes croquis et le bruit de la pluie contre la vitre. J'ai dessiné quelque chose de nouveau, un concept pour un espace qui ne divisait ni ne décorait, mais qui guérissait. Une pièce circulaire faite entièrement de verre de récupération où la lumière pouvait passer librement à travers chaque surface. Pas d'ombre, pas de hiérarchie, juste de l'ouverture. Quand Kai l'a vu plus tard, il a demandé « Comment ça s'appelle ?» J'ai souri faiblement. Maison. Le mois suivant a été un tourbillon d'interviews et de voyages, mais sous tout cela, il y avait une quiétude étrange et stable. Les gens m'appelaient une icône de la force tranquille, une voix pour les filles invisibles, la fille qui a transformé le silence en article. Mais je n'aspirais pas aux étiquettes. J'avais appris qu'être vu n'avait de sens que si l'on restait fidèle à ce qui vous avait rendu invisible en premier lieu. L'honnêteté, l'empathie et la volonté de créer. Pendant ce temps, Émilie a disparu des réseaux sociaux. Ses abonnés ont chuté et ses collaborations de marque se sont taries. Je ne m'en suis pas réjoui. Je savais trop bien ce que signifiait perdre la chose qui vous définit. Puis un soir, alors que je me préparais pour une interview télévisée, un nouvel email est arrivé dans ma boîte de réception. L'objet était « de ta sœur ». J'ai hésité avant de l'ouvrir. À l'intérieur, il y avait une seule ligne. Je ne savais pas que ça ferait aussi mal de ne pas être vu. Pour la première fois depuis des années, j'ai pleuré, non pas de culpabilité ou de colère, mais parce que l'écho était enfin revenu, non pas avec moquerie, non pas avec bruit, mais avec compréhension. Le monde avait pris mon parti, oui. Mais à ce moment-là, j'ai réalisé que gagner ne consistait pas à avoir raison. C'était d'être libre. 3 ans passèrent avant que je ne remette les pieds à Lyon. Je n'avais pas prévu de revenir, mais lorsque ma mère a appelé pour dire que c'était le 3e anniversaire du décès de ma grand-mère et que la famille organisait un petit dîner commémoratif, quelque chose en moi s'est adouci.
Ma grand-mère avait été la seule personne à m'avoir jamais défendu. La seule qui avait l'habitude de me chuchoter, « Tu n'as pas besoin de briller comme Émilie. Tu as ta propre lumière. » Alors, j'ai accepté de venir, pas pour mes parents, pas pour Émilie, mais pour elle. La maison n'avait pas changé. Les mêmes colonnes blanches, la même pelouse manucurée, le même air de perfection organisé. Seulement cette fois, je n'étais pas la fille invisible se faufilant par la porte de derrière. Je suis arrivé dans une berline noire, vêtue d'une simple robe beige, les cheveux attachés en arrière. Pas de styliste, pas d'équipe de maquillage, juste moi. Quand je suis entré, le bruit s'est tu un instant. Ma mère se tenait près de la table de la salle à manger, tenant un plateau de verre, son expression partagée entre fierté et malaise. Mon père avait l'air plus âgé, plus mince autour des yeux. Émilie a été la première à parler. « Tiens, dit-elle sèchement. Regardez qui a finalement décidé de se montrer. »« Salut, Émilie, dis-je, offrant un sourire poli. Ça fait un moment. » Elle a croisé les bras. 3 ans, mais qui compte, n'est-ce pas? Le dîner a commencé par des conversations forcées, qui travaillait où, qui vivait où maintenant. Ma mère a parlé de ses nouveaux événements caritatifs. Mon père d'une entreprise qui avait pris plus de temps que prévu. Émilie a parlé de son nouveau poste dans une agence de marketing, en prenant soin de souligner à quel point ses projets étaient chargés et importants. J'écoutais, hochant la tête, sirotant mon eau. Finalement, ma mère a demandé, « Alors, comment est la vie à Paris, ma chérie? Tu sembles très bien t'en sortir. » Son ton était léger, mais je pouvais sentir la tension sous-jacente, le poids tacite de tout ce qui s'était passé entre nous. « Je vais bien, ai-je dit simplement. Le studio se développe. Nous venons d'ouvrir un programme de mentorat pour les jeunes designers. » Émilie a eu un rire sec. « Ah, oui. Le truc de l'inspiration autodidacte. Comment ça se passe? » J'ai ignoré le mordant dans sa voix. « Ça se passe bien. » Elle s'est penchée en avant, ses yeux se plissant. « Tu sais, c'est drôle. Partout où je vais, les gens me posent des questions sur toi. Ils pensent que je devrais être fier de toi, mais ils ne savent pas comment tu es vraiment. Tu parles de la famille comme si nous étions les méchants de ton histoire. » La pièce est devenue silencieuse. Mon père s'est éclairci la gorge, regardant partout sauf vers nous. La main de ma mère a tremblé légèrement alors qu'elle posait sa fourchette. J'ai rencontré le regard d'Émilie calmement. « Je n'ai jamais dit que vous étiez des méchants. J'ai juste dit la vérité. » Sa voix s'est élevée. « Oh, allez, Léna. Tu as humilié cette famille. Tu montes sur scène et tu parles d'être négligé, de nous avoir quittés comme si nous étions une sorte de... » Elle s'est arrêtée, secouant la tête, son visage devenant rouge. « Tu te prends pour une célébrité maintenant? Tu as mis cette famille dans l'embarras. » Ces mots ont frappé la table comme du verre qui se brise. Les yeux de ma mère allaient et venaient entre nous, suppliant silencieusement quelqu'un de changer de sujet. Mon père a pris sa serviette, l'a pliée soigneusement, et l'a reposée. J'ai posé mon verre, ma voix stable. « Non, Émilie, ai-je dit doucement. Je n'ai pas mis la famille dans l'embarras. J'ai simplement arrêté de me cacher. » Pendant un instant, elle a semblé stupéfaite, comme si elle ne s'attendait pas à ce que je réponde. Ses lèvres ont tremblé, mais la fierté l'a maintenue. « Tu agis toujours si calmement, » a-t-elle lâché. « Si parfaite. Mais tu ne le es pas. Tu es partie parce que tu ne supportais pas de ne pas être la préférée. Tu t'es faite passer pour une victime. » J'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Pas de colère, mais avec la douleur de la reconnaissance. Le même scénario, la même histoire, transformant toujours la douleur en performance. Peut-être, ai-je dit tranquillement. Ou peut-être que je voulais juste une vie où je n'avais pas à me battre pour obtenir la permission d'exister. Le silence qui a suivi était suffocant. Ma mère a attrapé sa serviette, ses mains tremblantes. « Assez, » a-t-elle murmuré. « S'il vous plaît, toutes les deux. Pas ce soir. » Mais Émilie tremblait déjà, son mascara bavé, sa voix se brisant. « Tu te crois meilleur que nous maintenant. Tout le monde t'adore en ligne, mais je sais qui tu es. Tu es toujours cette petite fille effrayée qui s'est enfuie parce qu'elle ne supportait pas d'être la seconde. » Elle s'est levée brusquement, sa chaise raclant le sol. Le son a résonné comme un coup de tonnerre. « Tu ne feras plus jamais partie de cette famille, Léna.
Jamais. Puis elle s'est retournée et est sortie en trombe, ses talons martelant le carrelage, la porte d'entrée claquant derrière elle si fort que le lustre a tremblé. Pendant un long moment, personne n'a parlé. L'air était épais de tout ce qui n'avait pas été dit pendant des années. Le visage de ma mère s'est décomposé. Elle a pressé sa serviette contre ses lèvres pour s'empêcher de pleurer. Mon père a expiré lentement, détournant le regard, la honte vacillant dans ses yeux. J'ai baissé les yeux sur mon assiette, intacte, et j'ai dit doucement, ce n'est pas grave. Ma mère a secoué la tête. Non, ça ne l'est pas. J'aurais dû. Tu n'as pas besoin d'expliquer, les jeux interrompus doucement. Certaines choses sont juste mal construites. On peut les repeindre, les polir, mais les fissures sont toujours là. Je me suis alors levé, repoussant ma chaise. Le son était doux, délibéré. Je vous pardonne, ai-je dit tranquillement, en les regardant tous les deux. Vous tous, même si vous ne le demandez jamais. Les larmes de ma mère coulaient librement maintenant, et mon père s'est détourné, regardant par la fenêtre le jardin sombre. J'ai pris mon manteau et je me suis dirigé vers la porte. Dehors, l'air de la nuit était frais, parfumé de pluie et de jasmin. Je me suis arrêté sur le porche, jetant un dernier regard à la maison, la même où je m'étais tenu autrefois, une fille invisible regardant la célébration de quelqu'un d'autre. À l'intérieur, je pouvais encore entendre des voix étouffées, ma mère sanglotant doucement, les murmures bas de mon père essayant de la calmer, mais l'absence d'Émilie résonnait plus fort que n'importe quel son. Pour la première fois, je n'ai pas ressenti le besoin de réparer les choses. Je n'avais plus rien à prouver. Le passé avait déjà parlé, et j'avais déjà répondu. En descendant du porche, une légère brise a frôlé mon visage, emportant l'odeur de la terre humide. Au loin, le tonnerre a grondé, lent et distant, comme la fermeture d'un long et lourd chapitre. J'ai murmuré dans l'obscurité, presque pour moi-même, je vous pardonne. Et pour la première fois, les mots ne ressemblaient pas à une capitulation. Ils ressemblaient à une libération. Après la confrontation, la maison est tombée dans une étrange sorte de quiétude. C'était le genre de silence qui ne réconforte pas. Il planait, brut et tremblant, comme si les murs eux-mêmes essayaient de se souvenir comment respirer. Ma mère était montée à l'étage après l'explosion d'Émilie, ses sanglots s'estompant derrière une porte fermée. Mon père est resté à table, fixant son verre de vin intact, les épaules voûtées sous le poids de tout ce qu'il avait refusé d'affronter pendant des années. Je suis resté là longtemps, regardant les restes du dîner refroidir, les bougies vaciller, les miettes sur la porcelaine fine, l'odeur de romarin et de fumée persistant dans l'air. Sur le bois poli devant moi se trouvaient 3 enveloppes blanches. Je les avais écrites avant de venir ici, les avais scellées avant de savoir si j'aurais le courage de les laisser derrière moi. Chacune portait un nom à l'encre noire, papa, maman, Émilie. Je les ai placées côte à côte, parfaitement alignées, comme j'arrangeais mes plans au travail. Celle pour mon père disait, pour m'avoir appris ce que l'on ressent dans le silence. C'est plus lourd que le bruit, mais aussi plus fort. Je l'ai porté pendant des années sans réaliser que c'était un entraînement. Merci de m'avoir montré ce qui arrive quand on confond l'immobilité avec la paix. J'ai appris que la vraie paix se gagne, elle n'est pas accordée. J'espère qu'un jour tu trouveras la tienne. La lettre pour ma mère était plus courte, mais c'est celle qui m'a pris le plus de temps à écrire, pour m'avoir montré ce qu'il ne faut pas devenir. Je pensais que tu étais faite de perfection, de tables impeccables, de sourires polis et de rires répétés. Mais maintenant je sais que cette image peut être une cage. Je te pardonne de m'avoir appris à me cacher et je te remercie de m'avoir montré que je ne veux jamais vivre de cette façon. Et enfin, celle d'Émilie. Mon écriture tremblait quand j'ai écrit son nom, pour m'avoir rappelé que l'amour doit être choisi. Pas exigé, pas supposé. Choisi. J'enviais la facilité avec laquelle les gens t'aimaient. Maintenant, je comprends que ce qui semble sans effort a souvent un coût pour quelqu'un d'autre. J'espère qu'un jour tu apprendras à aimer sans prendre. J'apprends encore cela aussi. J'ai glissé chaque lettre sous une serviette pliée, un adieu silencieux déguisé en élément de la table. Mon père n'a pas levé les yeux quand je me suis dirigé vers la porte. Peut-être qu'il ne le pouvait pas. Peut-être qu'il ne savait pas comment faire. Dehors, l'air de la nuit sentait les feuilles mouillées et les vieux souvenirs. Je suis resté sur le porche un instant, regardant les fenêtres qui brillaient doucement derrière les rideaux. Pour la première fois, je n'ai ressenti ni colère, ni même de désir, juste une douce douleur, comme la note finale d'une chanson qui s'estompe dans le silence. Quand je suis retourné à Paris,
la ville m'a accueilli avec son indifférence habituelle, une sorte d'anonymat qui ressemblait à de la miséricorde. Mon studio était silencieux à mon retour, la lumière du soleil se déversant par les hautes fenêtres, peignant de longues lignes dorées sur le sol. L'olivier au centre avait grandi, ses feuilles frôlant la lumière. Je me suis assise dessous, j'ai laissé le calme s'installer et j'ai commencé à penser à ce que je voulais construire ensuite. Pas pour la gloire, pas pour la reconnaissance, mais pour le sens. C'est ainsi qu'est née l'idée des Une chambre à soi. Cela a commencé modestement, un fonds de bourse pour les étudiants en design qui, comme moi, s'étaient entendu dire qu'ils n'avaient pas leur place, qui avaient été réduits au silence par les personnes censées les élever. Je voulais que ce soit plus que de l'argent. Je voulais que ce soit un foyer, un incubateur pour quiconque avait été poussé hors de sa propre histoire. Nous avons construit une communauté en ligne, des programmes de mentorat et de petites subventions pour des projets créatifs. En l'annonçant, je ne m'attendais pas à grand-chose. Mais en une semaine, des dizaines de dons ont afflué de personnes qui avaient entendu ma conférence TEDx, d'anciens clients, d'inconnus qui disaient se reconnaître dans mon histoire. Une grande publication a repris l'information, avec le titre « La fille qui a construit des maisons pour les autres après n'en avoir jamais eu une elle-même ». La phrase m'a suivi partout après ça. Au début, je la trouvais mélodramatique. Mais plus j'y pensais, plus elle devenait vraie, car c'est ce que j'avais fait sans m'en rendre compte, construit des foyers, pas des maisons. Des foyers dans les espaces que j'ai conçus, dans les communautés que j'ai formées, dans le silence que j'ai reconquis. Un matin, un paquet est arrivé au studio. À l'intérieur, une photo usée de ma grand-mère me tenant bébé, son écriture au dos, construit toujours là où tu es vu. Il n'y avait aucune note expliquant qui l'avait envoyé, mais je savais que c'était ma mère. Pour la première fois, j'ai souri au lieu de pleurer. Plus tard cette semaine-là, j'ai reçu un email d'une étudiante qui venait de recevoir la première bourse des Une chambre à soi. Elle a écrit « J'ai grandi en foyer d'accueil. Je n'ai jamais eu de chambre à moi, mais votre histoire m'a fait croire que je pouvais en concevoir une pour quelqu'un d'autre. Je pense que c'est ça, la guérison, transmettre l'espace que l'on n'a pas eu. » J'ai lu son message encore et encore, les mots se brouillant de larmes. Ce soir-là, je me suis assise près de la fenêtre de mon loft, regardant la ville en bas, brillant comme une constellation d'histoire humaine. Quelque part, des gens s'effondraient. Ailleurs, ils reconstruisaient. J'ai pensé aux lettres sur cette table à manger à Lyon. 3 petites enveloppes qui ne seraient probablement jamais mentionnées, peut-être même jetées. Mais cela n'avait pas d'importance. Leur but n'était pas de changer qui que ce soit d'autre. C'était de me libérer. J'ai murmuré un merci silencieux dans la pièce vide. La guérison, ai-je réalisé, n'était pas un acte grandiose. C'était une sorte de construction lente et délibérée. C'était écrire des lettres qu'on n'avait pas besoin d'envoyer, planter des oliviers qui ne fleuriraient peut-être jamais, transformer le silence qui vous avait autrefois blessé en un espace où quelqu'un d'autre pourrait se reposer. Et alors que la nuit s'étendait autour de moi, j'ai finalement ressenti ce que j'avais cherché depuis si longtemps. Pas l'amour d'une famille, pas l'approbation du monde, mais quelque chose de plus petit et de plus stable. La paix. 1 an plus tard, Paris brillait sous moi comme une mer d'étoiles silencieuses. De la fenêtre de mon loft en attique, je pouvais voir la ville s'étendre à l'infini, or et vert. Mouvement et silence tressés ensemble en un seul organisme respirant. C'était le genre de vue dont je rêvais quand j'étais une fille assise à l'arrière d'un bus lyonnais, regardant la nuit, me demandant si j'appartiendrais un jour quelque part. Maintenant, j'étais assise, enveloppée dans une douce couverture, une tasse de thé à la main, le bourdonnement de la ville en bas pulsant comme un battement de cœur régulier. Le studio était différent maintenant. Il y avait de nouveaux stagiaires, de nouveaux projets, de nouvelles vies qui poussaient à partir des racines de ce que j'avais construit. Une chambre à soi s'était développée plus vite que je ne l'imaginais. Ce n'était plus seulement une bourse, mais une fondation avec des laboratoires de design dans 3 villes et des partenariats avec des écoles qui donnaient aux étudiants les outils pour construire des carrières à partir de leur courage. Chaque mur du bureau portait une histoire, des croquis de diplômés, des photos de leurs premières expositions, des notes de gratitude manuscrites. Parfois, je me promenais dans la galerie tard le soir juste pour entendre l'écho de leur rire qui flottait encore dans l'air. En cette soirée particulière, le dernier jour de ma nouvelle exposition, je ne ressentais aucune hâte de célébrer. L'exposition, intitulée Au foyer, avait ouvert ce matin-là à des critiques qui utilisaient des mots comme intime, transcendant, rédempteur. Je n'avais plus besoin des éloges. Ce qui comptait le plus,
c'est que les gens venaient et se tenaient silencieusement dans l'espace, laissant l'art respirer autour d'eux. C'était suffisant. L'exposition était construite comme un miroir de mon parcours. Des portes de récupération suspendues au plafond, des fragments de vieux miroirs, une table faite avec le bois d'une église démolie. Et au centre, une seule pièce lumineuse, un cube de lumière et de verre intitulé « La chambre avec la lumière allumée ». À l'intérieur, tout était blanc et vide, à l'exception d'une petite chaise face à la fenêtre. Les visiteurs disaient que cela ressemblait à la paix. Pour moi, cela ressemblait à une conclusion. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, les dernières traînées de lumière ambrée se déversaient sur le parquet. Je me suis assise près de la fenêtre, regardant le reflet de la douce lueur de l'exposition scintiller sur la vitre. Mon téléphone a vibré à côté de moi. Un nouvel email. J'ai jeté un coup d'œil à l'expéditeur. Maman. J'ai hésité, fixant le nom. Cela faisait des mois que je n'avais pas eu de ses nouvelles. Ma main a survolé la souris avant que je ne clique finalement. Nous avons vu ta nouvelle exposition. C'est magnifique. Nous sommes fiers. Il n'y avait pas de préambule, pas d'excuses, pas de tentative d'expliquer les années qui nous avaient fracturés. Juste ça, nous sommes fiers. Pendant un long moment, je n'ai pas bougé. Les lumières de la ville scintillaient comme des constellations sur la fenêtre, et dans leurs reflets, je pouvais presque voir son visage. La mère qui avait autrefois valorisé les apparences plutôt que l'honnêteté, qui avait aimé bruyamment mais imparfaitement. L'email n'était pas une réconciliation, et je n'en avais pas besoin. C'était simplement une reconnaissance, tardive mais réelle. J'ai souri, un sourire petit et silencieux, puis j'ai fermé l'ordinateur portable sans répondre. Certaines histoires n'avaient pas besoin de suite. L'olivier au milieu du loft avait bien grandi maintenant, ses feuilles frôlant le puits de lumière. Je me suis levé et je me suis approché de lui, touchant l'écorce avec la même révérence que je réservais autrefois aux rêves. L'appartement était rempli de traces de ma vie, croquis épinglés au mur, maquettes à moitié construites, photographies d'étudiants posant devant leurs propres projets. Mon monde, imparfait et complet. Quand j'ai de nouveau regardé dehors, le reflet de ma maison s'est fondu avec la ligne d'horizon, les lumières de la ville scintillant comme un battement de cœur contre la vitre. J'ai pensé au chemin qui m'avait mené ici, la nuit où j'ai quitté cette fête d'anniversaire volée, le long trajet en bus vers le nord, les années sans sommeil à construire quelque chose à partir de rien. La douleur avait été ma fondation, mais j'avais bâti de la beauté par-dessus. J'ai éteint les lampes une par une jusqu'à ce que l'appartement soit sombre, à l'exception du seul cube lumineux visible depuis la pièce adjacente, l'installation finale de mon exposition. La pièce était vide, à l'exception de cette douce lumière dorée. Elle brillait comme un phare, stable et douce, perçant l'obscurité. Je suis resté dans l'embrasure de la porte un long moment, regardant la lumière se répandre sur le sol et sur les murs. Puis j'ai murmuré, presque pour moi-même, parfois, on ne reconstruit pas le pont. On construit sa maison de son côté de la rivière. Dehors, le vent frôlait la vitre, emportant le son du trafic lointain et des rires. Quelque part à travers la ville, des gens construisaient encore des vies, de l'art, de l'espoir. J'ai pensé aux étudiants que j'avais rencontrés, aux lettres qu'ils avaient écrites, à ceux qui avaient pris la bourse et l'avaient transformée en quelque chose de plus grand. Leur nom vivrait longtemps après que le mien se soit estompé. C'était suffisant. Avant d'aller me coucher, j'ai traversé le salon et je me suis tenu une fois de plus devant le cube lumineux. À travers les parois de verre, je pouvais voir mon propre reflet, faiblement, plus âgé maintenant, plus calme, plus douce. J'ai posé ma main contre le verre, sentant le faible bourdonnement des lumières sous ma paume. C'était comme un battement de cœur. Et pour la première fois depuis très, très longtemps, j'ai réalisé que je ne courais plus après l'appartenance. Je l'avais construite. J'ai éteint les lumières dans le reste de l'appartement, ne laissant que la chambre avec la lumière allumée briller derrière moi. Sa lueur remplissait l'espace comme une promesse, stable, ininterrompue, vivante. Dehors, la ville continuait de bourdonner, inconsciente et éternelle. À l'intérieur, la paix demeurait.